Cet attachement, en fait, c'est vraiment un élément fondamental dès le tout début qui va en fait influencer et conditionner toute notre future vie relationnelle, émotionnelle, sociale, professionnelle. Et selon comment ça se passe, à ce moment-là, dans les toutes premières années de la vie, ça va avoir vraiment un impact et des conséquences à très long terme. Et c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de s'attarder sur ces toutes premières années de la vie, qui sont vraiment un moment charnière pour la santé mentale de l'individu. Et donc on a créé, au-delà de ce talk, en fait, vous retrouverez en ligne un dossier qui s'appelle Dès le départ, voilà, qui donc souligne vraiment l'importance de ces moments qui sont les tout premiers moments de la vie, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse ensemble, donc en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectivité, en tant que professionnel, en tant que société, en tant qu'organisation, pouvoir comprendre, prévenir, encourager, agir dès le départ pour influencer la santé mentale pour le reste de la vie. Donc c'est une campagne complète que vous pouvez retrouver avec donc un dossier informatif, mais aussi une infographie, et vous avez peut-être reçu à l'entrée une version imprimée de cette infographie qui s'appelle « La santé mentale dès le départ, ça compte », et qui résume un peu tous ces mécanismes qui vont favoriser la bonne santé mentale dès le début de la vie. Mais on a aussi en ligne un podcast qui résonne vraiment très très bien avec la thématique de ce soir, puisque c'est un témoignage d'une personne qui a grandi en fait dès sa petite enfance, qui a grandi en foyer d'accueil et qui témoigne en fait de ce que ça a eu comme influence sur ses liens d'attachement et sur le reste de sa vie, y compris aujourd'hui, maintenant qu'il est papa à son tour. Et donc ce talk de ce soir, c'est précisément là-dessus en fait. Comment ça se passe quand un enfant grandit hors d'un schéma parental classique? Je crois que j'entends la pluie. Vous êtes arrivé au bon moment. Parce que c'est vrai qu'on parle de l'attachement comme vraiment quelque chose qui est un peu inévitable, un peu logique, très instinctif, très naturel, et qui va se passer dès le début entre l'enfant et la première personne qui va voir. La plupart du temps, cette personne, c'est un parent, sa mère, son père. Il existe des situations où en fait cette personne va devoir changer pour des raisons qu'on évoquera avec nos invités, et on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe en termes de lien d'attachement quand un enfant grandit hors de ce schéma parental classique, c'est-à-dire la plupart du temps en famille d'accueil, et on verra qu'il y a des définitions assez larges de famille d'accueil, ou en foyer d'accueil pour enfants. Et qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'un placement? Est-ce que donc c'est un défi, est-ce que ça pourrait aussi être une ressource? Et on va questionner un peu ces liens entre les situations de placement, la petite enfance, l'attachement et la santé mentale. Et pour aborder ce sujet, on a souhaité faire un partenariat avec l'association Espace A, qui est représentée ici ce soir par Marion Thièche, qui est psychologue pour l'association Espace A et qui se présentera ainsi que son association juste après. Et c'est une association, en deux mots, qui soutient et accompagne les personnes qui sont concernées par l'adoption, les familles d'accueil, mais aussi les personnes concernées par l'infertilité et les traitements de procréation médicalement assistée. Et puis nous avons surtout ce soir avec nous deux invités qui sont Madame Mireille Cherva-Dramé, qui est la présidente de l'association Port d'Attache et qui est l'ancienne chef du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, et qui nous parlera voilà, de comment l'attachement a une influence dans les situations de placement. Et on a avec nous Monsieur Michel Stalder, qui est psychothérapeute de famille et formateur en psychothérapie familiale, et qui nous parlera de l'attachement. Qu'est-ce que c'est, comment ça se passe quand ça se passe bien ou quand ça se passe moins bien, et comment ça influence la santé mentale. Voilà, bienvenue à vous trois, et merci d'être là ce soir. Et du coup, je vais passer la parole à Marion Thièche pour qu'elle nous présente un peu le travail de l'association Espace A. Voilà, bonjour. Donc, Espace A, c'est une association qui a un peu plus de 20 ans maintenant, qui a été créée à l'origine, effectivement, pour accompagner les familles adoptives, qui s'appelait d'ailleurs Espace Adoption, à ce moment-là. Et puis, il y a quelques années, elle s'est transformée en Espace A, pour pouvoir accueillir aussi, dans le public, disons, cible, les familles d'accueil et les personnes concernées par l'infertilité et les PMA. C'est une association qui est composée de professionnels qui sont spécialisés dans ces questions. Donc ce n'est pas une association de famille, c'est vraiment une association de professionnels. Les objectifs d'Espace A sont d'intervenir à différents niveaux.
par exemple, d'offrir une préparation aux personnes qui se destinent à l'adoption ou à l'accueil familial. Je reviendrai après là-dessus pour vous donner un exemple de ce qu'on fait. D'offrir des consultations aux personnes qui sont concernées, et ça tout au long de leur parcours. Donc, on peut avoir des personnes qui viennent au tout début, lorsque, par exemple, ils viennent d'apprendre une infertilité, ou qui ont des choix à faire dans différentes options de PMA. Est-ce qu'on fait plutôt un don? Est-ce qu'on se dirige plutôt vers l'adoption? Des choses comme ça. Et puis qui reviennent ensuite quand ils ont adopté ou quand ils accueillent un enfant, parce qu'ils ont des difficultés ou parce qu'ils ont des questions. Et ils peuvent revenir comme ça à différents moments, ponctuellement ou un peu plus longuement, ça dépend des problématiques. Et puis enfin, on accompagne aussi les personnes, c'est plutôt adoptées en général, qui cherchent leurs origines. Un autre de nos objectifs, qui me semblait important aussi pour ce soir, c'est de sensibiliser et de superviser aussi les professionnels qui sont au contact de ces familles. Donc ça peut être les pédiatres, ça peut être les enseignants par exemple, et de les sensibiliser un peu aux spécificités de l'adoption et de l'accueil, et de ce que certains de ces enfants peuvent avoir comme comportement, par exemple, et de pouvoir leur montrer peut-être le sens de ces comportements par rapport à l'histoire de l'enfant. Donc, le travail d'Espasa est donc un travail de prévention. C'est pour ça que voilà, ça rejoint un petit peu le travail de Minds, et c'est pour ça qu'on a accepté avec beaucoup de joie de participer, de collaborer pour cet événement ce soir. Pour vous donner un exemple, donc dans nos ateliers de préparation, on a à cœur de sensibiliser évidemment les futurs parents adoptifs ou les futurs accueillants aux défis, aux spécificités de l'enfant évidemment qu'ils vont adopter ou accueillir, et aux défis que cet enfant il va rencontrer en arrivant dans leur famille. Ça, on en parlera, notamment les défis d'attachement, justement, on en parlera, je pense, tout à l'heure avec les deux intervenants. Mais ce qui nous tient aussi à cœur, c'est de les sensibiliser à leur propre histoire à eux, et avec quel bagage, eux, ils arrivent aussi dans cette histoire. Parce que pour nous, l'attachement, c'est évidemment pas seulement du côté de l'enfant, c'est une rencontre entre les deux. Et il y a deux questions qui me semblent importantes. Je pense qu'on y reviendra aussi. C'est comment un enfant qui a été parfois abandonné, qui a été en tout cas souvent déçu par les adultes, il peut oser refaire confiance aux adultes qui vont s'occuper de lui par la suite. Et puis du côté des parents ou des accueillants, comment eux, ils peuvent continuer à tenir la main, à tendre la main à cet enfant, alors que peut-être toutes les précédentes fois où ils lui ont tendu la main, cet enfant, il les a rejetés à cause de son histoire. Donc notre rôle à nous, en tant que professionnels, c'est d'essayer d'aider chacun, l'enfant et les parents ou les accueillants, à dépasser peut-être leurs peurs et leurs blessures pour oser aller vers l'autre et pour développer des relations les plus sécurisantes et les plus nourrissantes possibles. Donc pour finir, j'aimerais remercier Minds pour tout le travail qu'ils ont accompli, tous ces dossiers que j'ai consultés, c'est quand même assez impressionnant, tout le travail que vous avez fait, et puis nous avoir évidemment associés à cet événement, et puis je laisse la parole aux intervenants. Merci beaucoup Marion. Donc avant de passer la parole à Monsieur Stalder, qui sera notre premier intervenant, peut-être un très bref mot sur le déroulement de la suite de cet événement. Donc chacun de nos intervenants aura un petit moment pour nous exposer son point de vue, son travail. Et puis ensuite, on aura une discussion dans un premier temps à 4, donc aussi avec l'association Espace A, pour rebondir un peu sur ce qui aura été dit, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront dites et qui mériteront un certain nombre de questions. Et puis surtout après, on ouvrira la discussion au public, donc parmi vous, et puis aussi au public qui nous suit en live sur YouTube. Et puis vous pourrez poser vos questions, donc on fera tourner le micro, et puis ou alors on demandera à quelqu'un de l'équipe de relayer les questions en ligne, et puis comme ça on pourra ouvrir la discussion en public. Et puis ensuite, surtout, on vous invite à un apéritif, en espérant qu'il ne pleuve plus d'ici là, parce que ça a lieu dehors, sur la terrasse, et on sera heureuse de vous offrir un petit apéro et un verre après ce moment de discussion.
Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Monsieur Stalder, que je remercie d'avance. Merci bien. Je ne connaissais pas du tout Mainz avant que vous preniez contact avec moi, même si ça fait 40 ans que je suis dans le travail avec la petite enfance. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi dans les cantons de Genève, de Vaud et Neuchâtel. Ceci explique peut-être cela. Ça fait une quarantaine d'années que je suis vraiment passionné par la question de l'attachement, la question de la parentalité, la question de... Vous posiez la question tout à l'heure, vous parliez de santé mentale, et pour moi la santé mentale c'est quelque chose qui commence à la naissance. Une sage-femme dirait même ça commence bien avant. On n'est pas encore là, nous les psychologues. Voilà. Ce qui est intéressant dans les deux thèmes que vous avez choisis, c'est-à-dire la question... Ah oui, une autre chose que je voulais dire, habituellement quand on me demande de faire une présentation sur l'attachement, c'est pour à peu près une journée, voire 2 jours, et puis je sais généralement à qui je m'adresse. Si c'est des professionnels, donc je sais... Là, je ne sais pas vraiment à qui je m'adresse, donc il y a peut-être des choses que certains connaissent déjà, je suis un peu désolé, mais on va essayer de mettre un peu à plat les niveaux de connaissances. Mais de toute façon, avec le peu de temps que j'ai, je n'aurai pas le temps de dire grand-chose. Ce qui est intéressant, les deux thèmes que vous avez choisis, c'est l'attachement et puis le placement en foyer ou en famille d'accueil. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la personne qui a donné ce concept de l'attachement, John Bowlby, c'est justement dans les années 40-45, c'est un Londonien, John Bowlby, et en 1945, à Londres où il travaillait, il y avait passablement de bombardements, et il y avait eu forcément beaucoup de décès et beaucoup d'orphelins, et des orphelins qui ont dû être placés dans des familles d'accueil, dans des foyers. Et pour tous les psychiatres de l'époque, c'était absolument incompréhensible de constater que chez certains enfants, selon leur âge, on avait beau les placer dans les familles d'accueil les plus top, dans les nurseries les plus top, certains enfants, en fonction de l'âge, ne pouvaient pas. Ils présentaient des troubles du comportement, ils présentaient des cris, des pleurs, certains se laissaient mourir de faim, et on ne comprenait pas. Avec d'autres enfants, ça marchait, puis pour certains enfants, ça ne marchait tout simplement pas. Donc on a commencé à se poser des questions, qu'est-ce qui se passe ? À la même époque, il y avait un monsieur qui s'appelait, Spitz, René Spitz, qui était un autre psychiatre, qui travaillait avec des enfants dont les mères étaient en prison. Et il a publié un truc en 1946, et ce qui était impressionnant ici aussi, c'est que on ne comprenait pas pourquoi des enfants qui étaient élevés en cellule avec leur mère, dans une cellule de 3 mètres carrés avec très peu de choses à disposition, grandissaient beaucoup mieux et se développaient beaucoup mieux que des enfants qu'on avait retirés à leur mère emprisonnés et qu'on avait placés dans des foyers. Donc, entre 6 et 12 mois, ces enfants avaient tous entre 6 et 12 mois, on commence à découvrir dans les années 45, dans les débuts des années 50, que l'enfant, tout petit, a une sensibilité, il a une compétence à reconnaître une personne, il a une sensibilité aussi à rechercher quelque chose de l'ordre de la sécurité. Quand on parle d'attachement, c'est une relation qui se construit entre un bébé et des adultes, des parents. Bowlby parlait de caregiver, celui qui donne le soin, parce que Dieu merci, un bébé est capable de s'attacher à plusieurs personnes, sinon le métier de maman serait insupportable. Hein. C'est 24 heures sur 24, 365 jours par année, ce serait juste impensable. Ce docteur Spitz, il a fait quelques observations intéressantes aussi. Il a réalisé que tout le monde a entendu parler de l'angoisse du 8e mois. Hein. Un enfant de 3-4 mois, si la mère donne l'enfant
à une nurse ou à une éducatrice. En général, après quelques secondes de surprise, l'enfant voit que c'est pas la même odeur, c'est pas, il peut se laisser prendre en soin par quelqu'un d'autre. Vers le 8e mois apparaît ce qu'on appelle l'angoisse du 8e mois, c'est-à-dire qu'à 8 mois, l'enfant est tout à fait capable de reconnaître une personne qui est son parent, une personne, on appelle ça une figure de sécurité de base, ça peut être la mère, le père. Il est tout à fait capable et il peut montrer des réactions d'angoisse face à un inconnu. Ça s'explique assez simplement. Il y a un psychologue genevois du nom de Jean Piaget qui s'intéressait au développement de l'intelligence de l'enfant, et c'est vers 7 mois que l'enfant atteint ce qu'on appelle le stade de la permanence de l'objet. Un enfant de 3-4 mois, si vous lui cachez une balle sous une couverture, il voit plus la balle, donc la balle n'existe plus. Vers 7-8 mois, l'enfant va commencer à soulever la couverture pour trouver la balle dessous et se dire « Ah, elle est là !» Donc vers 7-8 mois, un enfant sait que si sa mère n'est pas là, elle continue d'exister à quelque part. Donc c'est toute cette question, mais si elle me laisse maintenant à la crèche, est-ce qu'elle, bien sûr, il ne se pose pas les questions comme je suis en train de vous le raconter, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'insécurité, et c'est la répétition d'expériences de ce type de séparation qui va lui permettre, oui ou non, de construire quelque chose de sécure. En 2 mots, qu'est-ce que c'est que l'attachement ? Avec le temps que j'ai, je vous invite à venir avec moi au jardin public. On est au jardin public, un enfant de 3 ans, il joue dans la caisse à sable, il a son râteau, son seau, sa pelle, il fait des châteaux, blablabla. Maman est à 2-3 mètres de là, elle est en train de lire un magazine, et tout se passe bien. L'enfant de temps en temps regarde « Où est maman ?» Elle est toujours là, elle me regarde, il n'y a pas de danger. Tout à coup, passe par là un gros berger allemand qui aboie très fort. L'enfant est terrorisé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, comme dit Bowlby, activer des comportements d'attachement. Il va lâcher tous ses jouets. Il ne va pas essayer de prendre son râteau. Il file direct chez sa mère, chez le père, le parent qui est là, et il va se faire consoler, il va se faire rassurer. Généralement, le parent, quand il est dans une situation comme ça, je peux difficilement faire le geste. Il y a un geste d'accueil de l'enfant, il y a un contact physique qui s'instaure entre le parent et l'enfant, et le parent, généralement, donne des signes qu'il a compris l'angoisse. Pour le parent, ce berger allemand qui passe et qui aboie, c'est pas forcément un danger. Mais le parent va dire « Oh, oui, j'ai vu ce gros chien. Oh, comme tu as eu peur du gros chien. » C'est ce qui donne à l'enfant cette sécurité. Mon parent comprend ce qui se passe. Imaginez maintenant un enfant qui arrive chez son parent et le parent dit « Ouais, mais enfin, écoute, Antoine, ce chien, tu vois bien qu'il est en laisse, c'est pas la peine d'avoir peur. » Si un enfant reçoit quotidiennement des messages que ces angoisses, elles n'ont pas lieu d'être, c'est-à-dire que quand un parent a de la difficulté à se mettre au niveau de l'enfant, ça peut commencer à créer une situation où l'enfant se dit « Si je veux continuer à avoir une bonne relation avec mon père ou ma mère, il ne faut pas trop que je le sollicite. » Donc, mon angoisse, je la garde à l'intérieur de moi, je reste assis sur le tas de sable et je fais comme si de rien n'était. Là, on est dans un attachement insécure qu'on appelle un attachement évitant. Une autre réaction possible du parent, c'est un père ou une mère qui est complètement paniqué, lui-même effrayé. Oh, ce gros chien! Le parent qui commence à trembler, à avoir peur, et il prend l'enfant et il augmente l'angoisse de l'enfant et n'arrive pas à le calmer. C'est une autre forme d'attachement insécure qu'on appelle l'attachement ambivalent. Donc tout ça pour dire que l'attachement, c'est pas une compétence uniquement de l'enfant. L'enfant a des compétences innées. Qu'est-ce qu'il sait faire quand il naît, l'enfant, qui favorise l'attachement? Il sait pleurer, il sait crier, il sait sourire, il a des réflexes de grasping, d'agrippement. Et
qu'est-ce qui se passe avec donc ce comportement inné? Bowlby appelle ça un comportement d'attachement. L'enfant pleure. La nature est bien faite, le pleur est aversif. C'est insupportable pour un adulte. Donc ça va activer chez le parent des comportements de soins. Prendre l'enfant, le bercer, lui donner à manger, etc. etc. Donc l'attachement, c'est quelque chose qui a à voir avec la compétence de l'enfant et, bien sûr, la compétence du parent ou de l'éducateur, selon le contexte dans lequel on est, de décoder les messages de l'enfant et d'y apporter une réponse adéquate. Donc, on parle d'attachement sécure, ça existe, hein, environ 60% de la population est dans des histoires d'attachement sécure. Il y a l'attachement insécure évitant, c'est cet enfant qui fait comme si de rien n'était. C'est des gens plus tard adultes qui vont fuir un peu les relations, ils accordent très peu d'importance à la relation. Et il y a ces autres enfants qui même quand on les prend pour essayer de les consoler, plus on le prend, plus l'enfant se débat, et plus le parent va le lâcher, et l'enfant va continuer à montrer des comportements difficiles. Voilà, 2 mots pour je ne sais pas combien de temps il me reste, qu'est-ce que je peux... 3 minutes, merci. Quand on parle de placement, 2 mots sur le placement, même si j'empiète sur votre pelouse, quand on parle de placement en famille d'accueil ou en foyer, c'est que généralement, l'enfant a déjà subi quelque chose de l'ordre d'une carence, une maltraitance. On n'enlève pas un enfant à une famille s'il n'y a pas de bonne raison de le faire. Donc, pour moi, ce qui est important aussi, c'est toute la question dans un placement. Qu'est-ce qu'on fait des familles, je vous laisserai parler des familles d'accueil, mais ces enfants n'ont pas forcément perdu leurs parents. Qu'est-ce qu'on fait d'un parent quand son enfant lui est retiré, placé dans un foyer? Est-ce qu'on va favoriser une continuité du lien avec ce parent ou pas, ou avec ses parents? Moi, je n'ai pas de réponse à ça, mais je pense que c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Moi, j'ai été confronté pendant mes années d'exercice professionnel à de nombreuses situations dans lesquelles, parfois, il s'est avéré utile de favoriser la continuité du lien avec un parent biologique, le parent de l'enfant, même si l'enfant était placé. Et il y a d'autres situations dans lesquelles il fallait clairement voir, par exemple, des parents qui avaient des graves troubles psychiatriques, quand ils passaient 1 heure avec l'enfant, mais l'enfant revenait en tremblant, il était... Donc, ça pose vraiment des questions au niveau éthique, au niveau... pour l'enfant, comment favoriser quelque chose pour l'enfant? Et si j'insiste là-dessus, c'est que ça nécessite de la part de l'ensemble des professionnels qui interviennent, que ce soit les protections des mineurs, que ce soit les éducateurs des foyers, que ce soit les parents de familles d'accueil, hein, qui peuvent être complètement perdus quand un enfant revient. Et ça nécessite vraiment un gros travail d'équipe pour voir comment on peut protéger l'enfant dans certaines situations et comment évaluer si on continue ce lien ou pas. L'autre question que je me pose par rapport au placement, c'est quand il s'agit de faire un choix entre une famille d'accueil et un foyer. Est-ce qu'on le fait, est-ce que l'indication est posée en fonction des besoins de l'enfant ou est-ce que l'indication est posée en fonction des disponibilités? On va à foyer parce qu'il n'y a pas assez de familles d'accueil. Certains enfants sont placés en famille d'accueil alors qu'ils seraient beaucoup mieux en foyer parce qu'ils épuisent une famille d'accueil par des comportements parfois... donc cette question de l'indication foyer ou famille d'accueil, je n'ai pas de réponse non plus, mais je crois que c'est des questions importantes à se poser. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur Salder. Merci pour vos questions finales aussi qui vont pouvoir alimenter notre discussion. Ça tombe bien, j'avais aussi les mêmes. Donc on espère que des personnes pourront y répondre, mais en tout cas on pourra au moins en discuter et essayer d'y répondre ensemble. Et je passe tout de suite la parole du coup, à Madame Mireille Cherva-Dramé, qui va nous parler elle-même de son expérience par rapport au lieu de placement.
Merci. Alors je crois que comme a pu déjà le développer Michel Stalder, c'est reconnu et c'est entendu que l'attachement est un élément important. Oser s'attacher, c'est une affirmation que fait Mainz, qui est connue depuis très très longtemps, mais qui finalement est rentrée dans, je dirais, les mœurs des professionnels que très progressivement. Et qu'il y a peu de temps qu'on parle vraiment des questions d'attachement dans les décisions qui sont prises. Alors c'est vrai que pour moi, j'ai eu 40 ans d'expérience, de travail auprès d'enfants placés ou de services qui s'occupaient du placement des enfants. Et en 40 ans, on a vu beaucoup de choses. On a vu qu'au début, qu'il fallait séparer les enfants de leur famille, de la mauvaise influence des familles. Les enfants ne voyaient plus leur famille. On pensait que l'éducation en institution ou dans la famille d'accueil devait permettre que l'enfant se développe bien. Puis on a vu que ça n'allait pas quand même, qu'il fallait que l'enfant ait des liens avec sa famille. Après, on a travaillé avec les familles. On a beaucoup travaillé avec les familles. On a montré l'importance de la place de la famille pour l'enfant. Et tout ça, ça a fait que voilà, les choses se sont complexifiées. Et je dirais que c'est que maintenant, il y a quelques années, et dans certains milieux, il n'y a même pas quelques années, qu'on se dit, mais dans le fond, quel effet ça a, quel impact ça a sur l'enfant dans ses besoins. Et cette multiplicité d'intervenants, de personnes qui interviennent dans la vie de l'enfant, ça a un côté positif, ça a aussi un côté qui peut être négatif par rapport à la stabilité. Alors, c'est vrai que par rapport à s'attacher, vous l'avez dit, effectivement, il faut un attachement sécure. Ok, on est tous d'accord. En tout cas, ceux qui parlent ici sont d'accord. Maintenant, comment il s'obtient et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que cet attachement sécure soit possible? Alors, je pense que ce qui serait important, ce serait vraiment que tous les professionnels et les personnes qui interviennent dans les décisions de protection de l'enfant, aujourd'hui, déplacer un enfant, le placer d'ailleurs ce terme placer, à mon avis, on devrait aussi pouvoir le supprimer, confier un enfant à d'autres adultes parce que les parents ne peuvent pas provisoirement ou à long terme s'occuper de leur enfant, on devrait vraiment tenir compte quand on le sort d'un danger. Si on le déplace et qu'il est en danger, c'est quand même prendre en considération que le fait qu'il n'a pas d'attachement sécure est un danger pour lui et son développement. Et ça rejoint effectivement l'intérêt de votre association aujourd'hui de dire mais quelle sera la santé mentale de ces enfants adultes? Qu'est-ce qu'on fait des enfants en les déplaçant, en ne tenant pas compte de leurs besoins? Ça va faire des enfants qui seront des adultes insécures et qui vont avoir des comportements difficiles au niveau émotionnel, de la gestion de leurs émotions, de leur vie dans la société et de leurs apprentissages. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas assez fait le lien entre les psychothérapeutes qui se battent depuis des années, qui y croient. C'est peut-être pas toujours rentré tout de suite dans les décisions qui sont prises de protection. Et de se dire aussi par rapport aux apprentissages. Pourquoi ces enfants qui sont séparés de leurs parents ou qui ont vécu des attachements insécures ont des difficultés d'apprentissage. Alors c'est vrai que c'est des choses qu'on a pu voir, qu'on voit aujourd'hui dans les enfants qui sont confiés, que ce soit en famille d'accueil ou en institution. C'est que si l'enfant n'a pas pu développer dans sa petite enfance un attachement sécure, quand il va être en situation, il va devoir se débattre d'abord pour essayer d'obtenir cet attachement sécure avant de pouvoir se concentrer sur ses autres apprentissages. Et en ce sens-là, moi qui ai travaillé autant au niveau institutionnel que des familles d'accueil, dans les institutions, on avait beaucoup de professionnels qui réfléchissaient à des mesures, etc. Et je pense qu'il y avait beaucoup de réflexions qui étaient faites. Et puis l'accueil familial, il y a encore, je dirais peut-être il y a 10-15 ans, c'était une affaire privée. On place en famille d'accueil, avec quelque part une croyance, il est dans une famille d'accueil, il est au chaud, il est tranquille. Donc ça c'est peut-être le côté positif de se dire, mais dans le fond, il pouvait s'y attacher. Et puis d'un autre côté, les familles d'accueil, elles étaient confrontées à des enfants qui ne se comportaient pas comme les leurs. Et ce n'était pas la même chose. On ne pouvait pas les éduquer de la même manière que les autres, parce que quand il y avait un événement, ils réagissaient différemment. Et c'est par rapport à ça que le fait de pouvoir, en tout cas, travailler main dans la main avec les professionnels, c'est permettre de voir les apports des uns et des autres.
Un autre élément aussi qui est important, alors vous avez marqué votre titre « Oser s'attacher » comme une affirmation, comme quelque chose qui va de soi, même si ça ne va pas de soi. Et puis vous avez mis « Grandir en famille d'accueil ». Alors le but n'est pas que l'enfant grandisse en famille d'accueil ou en institution ou en foyer, c'est grandir avec. Parce qu'il grandit déjà, et puis il grandit aussi avec la famille qu'il a. Et je dirais que le travail de demain et d'aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir peut-être renforcer l'accompagnement des parents de l'enfant. Aujourd'hui, j'ai quitté un service d'État, on a décidé de fonder une association pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans le travail qui est fait dans le cadre du placement des enfants confiés. C'est de se dire, mais dans le fond, est-ce que les parents comprennent toujours ce qui leur arrive quand on leur retire leur enfant? C'est des parents qui eux-mêmes ont eu des difficultés, probablement jeunes, qui sont aujourd'hui des adultes confrontés à des enfants dont ils ne comprennent pas le comportement, même si partiellement c'est eux qui ont provoqué ce comportement parce que l'enfant insécurisé par le gros chien n'a pas eu la réponse adéquate, et comme il n'a pas eu la réponse adéquate, il va peut-être surréagir, ou le parent va surréagir, et ça se complique et ça monte en mayonnaise. Puis si en plus il y a de l'orage et qu'on en a 3 et qu'on n'a pas de travail et qu'on est confiné, on peut imaginer que ça rend les choses très difficiles. Et ces parents qui ont à un moment donné des grosses difficultés personnelles qui font qu'ils ne peuvent pas prendre soin comme il faudrait de leur enfant au quotidien, vont être d'autant plus en difficulté que leur enfant aura un comportement inhabituel. Et des décisions sont prises, elles sont expliquées, ça je pense que les services le font, mais ils ne sont peut-être pas accompagnés dans la réappropriation de compétences où on peut aussi leur expliquer les limites qu'ils ont, et que si l'enfant bénéficie d'un cadre qui leur permet de développer un attachement sécure, ça permettra aussi que leur relation avec leur enfant, même si c'est limité dans le temps par des heures de visite et que peut-être qu'ils n'auront pas en soins chez eux ou à quelques moments, si leur enfant est sécure, ça leur permettra aussi d'avoir une relation plus positive avec leur enfant et donc de développer leurs compétences. Et je crois que ce travail d'accompagnement avec les parents est quelque chose qui aujourd'hui est quand même reconnu, où on dit, voilà, il ne suffit pas qu'il y ait des droits de visite ou des relations personnelles parent-enfant, il faut que ces relations personnelles puissent être accompagnées d'une préparation de l'enfant, d'une préparation du parent, et aussi de débriefing par la suite, et de préparation aussi du milieu de vie de l'enfant. Alors, par rapport au milieu de vie, qui est soit la famille d'accueil, soit l'institution, je pense que dans les décisions aujourd'hui, les décisions que prennent les autorités, que prennent les juges, que prennent les services en protection, il faudrait vraiment que la question de l'attachement soit considérée comme une alarme danger aussi forte que le fait qu'il y ait de la négligence ou de la maltraitance, puisqu'elle a un impact vraiment sur l'enfant. Alors moi j'aurais envie de dire qu'une des décisions importantes qui devrait être prise, c'est que quand il y a des décisions, on tienne compte du temps de l'enfant. On sait que les décisions de justice prennent du temps, et que ce n'est pas le même temps qu'un enfant. Pour un enfant, attendre 3 mois, il ne peut pas attendre 3 mois pour avoir une réponse. Donc plus tôt l'enfant peut bénéficier de relations personnelles sécures dans les premières années ou les premiers mois de sa vie, plus il pourra se développer correctement et avoir un comportement qui fera qu'il pourra faire ses apprentissages, il pourra avoir un équilibre mental qui lui permet de se développer dans la société. Donc, et souvent, comme on tient compte des éléments, des recours des parents, de la volonté des parents de vouloir faire mieux, à un moment donné, peut-être travailler et parler aussi avec les parents, de leur expliquer que si leur enfant, en attendant que les décisions se prennent, est au chaud et est bien pris en charge, c'est tout ça de bénéfice pour la suite. Et là, je pense qu'on n'est pas bon aujourd'hui. Il manque de place, dans les foyers. On a des familles d'accueil, on n'en a pas. Les enfants passent parfois des semaines à l'hôpital. On travaille vraiment à réduire ce temps pour que l'enfant puisse bénéficier tout de suite de soins adéquats.
par rapport aussi au choix du lieu de vie pour l'enfant, si c'est une institution, il faut vraiment prendre en considération, et ça on l'a dit déjà dans les années 40, qu'il n'y ait pas trop de bras autour de l'enfant, qu'il puisse avoir une figure d'attachement, qu'il y ait une organisation des foyers de manière à ce que l'enfant n'ait pas trop de monde autour de lui et puisse s'attacher à quelqu'un. Si c'est en famille d'accueil, pour les tout petits, ça permet aussi que cet enfant puisse avoir une figure d'attachement plus proche à ses besoins. Ça implique que les professionnels ou les familles d'accueil puissent et osent s'attacher. Alors c'est vrai que, non pas s'attacher, oui s'attacher, tout en sachant que pour nous adultes s'attacher, ça n'a pas la même couleur que pour l'enfant s'attacher. C'est pouvoir s'investir émotionnellement. Et c'est vrai que par rapport à ça, en Suisse, on n'a pas professionnalisé les familles d'accueil dans le sens qu'elles ne sont pas salariées, ce n'est pas un emploi. En France, une famille d'accueil, c'est un emploi. Donc si elles n'ont pas l'enfant, ben, elles en prennent un autre parce que c'est leur salaire, c'est un emploi. Chez nous, en Suisse, la famille d'accueil, c'est une relation qui est créée et en ce sens-là, je pense que c'est plus positif du point de vue de protection de l'enfant. Donc quand on parle de professionnaliser les familles d'accueil, moi je dirais plutôt professionnaliser le dispositif, donner des outils aux familles d'accueil pour pouvoir faire face aux difficultés qu'aurait l'enfant dans son comportement. Alors pourquoi je dis ça, c'est que effectivement le comportement des enfants, une fois qu'il a eu parce qu'il a été dans plusieurs endroits, qu'il a eu des carences peut-être à la maison avec ses parents, qu'il a dû aller à l'hôpital, en foyer, qu'il a eu plusieurs lieux qui l'ont insécurisé, qui a fait qu'il s'est dit je ne peux pas compter sur les adultes, ils ne sont pas là ou ils disparaissent, plus que 3 minutes, après ce sera dans la discussion, c'est que l'enfant va avoir des comportements réactifs parfois très forts et c'est ça aussi qui épuise si on ne sait pas comment faire. Un enfant qui va voler ou qui va agresser, vouloir être toujours au centre du monde et pas laisser de la place aux autres, aux enfants de la famille, ça peut épuiser les parents. Donc il y a des choses, des petits trucs qu'on peut expliquer aux professionnels ou aux parents sur comment réagir pour tranquilliser et apaiser l'enfant. Voilà, moi j'ai envie de dire, oser l'attachement, ben, c'est risqué. C'est risqué, c'est croire, c'est faire le pari que si l'enfant a un attachement sécure, ben, il va pouvoir apprendre, il va pouvoir se développer, il va pouvoir peut-être même s'épanouir. Et puis c'est grandir, comme je disais, avec une famille d'accueil ou une institution, pas seulement dans. Et puis je crois que je vais m'arrêter là et on va continuer dans la discussion après. Merci beaucoup, Madame Shervad-Ramé et Monsieur Stalder, pour ces 2 interventions très très riches. Vous avez déjà entamé les questions, donc j'ai l'impression qu'on a vraiment de quoi faire. Et j'aimerais peut-être commencer par une question un peu, vous l'avez évoqué, Monsieur Stalder, dans votre exposé, un peu technique, pratique, sur la question de famille d'accueil ou foyer. Est-ce qu'il y a comment dire, une préférence ou une méthode? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est souhaitable en fonction des cas? Et puis surtout, la question qui vient après et qui est peut-être encore plus importante, c'est est-ce qu'on a assez de place ici à Genève? Enfin, est-ce qu'il y a assez de familles d'accueil? Est-ce qu'il y a assez de places en foyer? Et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas assez? Ça, c'est un peu plutôt la question corollaire et c'est aussi un peu la question corollaire de cet événement. C'est pour ça que je me permets de la poser comme ça un peu en premier. C'est un peu ça qui a suscité aussi notre envie d'aborder ce sujet-là de l'attachement avec les lieux de famille d'accueil ou de foyer. Pardon, une mouche. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand... si on n'a pas assez de place, qu'est-ce qui se passe pour le futur des enfants et comment on fait pour faire en sorte qu'il y en ait plus? Donc je ne sais pas exactement qui serait à même de répondre, peut-être espace A pour une partie de la réponse, peut-être Madame Shervad-Ramé pour une autre partie. Je vous laisse un peu... Alors, la question des places, elle est intéressante parce que souvent on dit il n'y a pas de place. Mais je crois aussi qu'il y a tout un travail qui pourrait être fait sur comment on utilise les places.
Et c'est vrai que comment on sort d'un lieu de placement, comme on dit, hein. Qu'est-ce qui ferait qu'un enfant ne grandit plus dans la famille d'accueil ou dans l'institution? Qu'est-ce qui est fait avec les parents par rapport à développer certaines compétences? Peut-être qu'un parent a de telles difficultés quand l'enfant est tout petit, il ne va pas pouvoir prendre en charge un enfant petit. Peut-être qu'il aura une capacité de prendre en charge un enfant plus grand, pour autant qu'un travail ait été fait avec le parent. Mais s'il y a des décisions qui sont prises et qu'il y a un manque de temps, c'est pour ça que l'AMO aussi existe et a été là pour essayer de renforcer les parents dans leurs compétences et permettre que des enfants puissent peut-être à un moment donné sortir des foyers. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant est en foyer pendant 15 ans? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un enfant ne fasse pas l'expérience d'une vie de famille de toute son enfance? Alors c'est vrai qu'il y a cette question-là de sortir du lieu d'accueil, d'accompagner les parents au-delà des décisions qui sont prises pour limiter leurs droits et leurs devoirs. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, par rapport à choisir entre une famille et une institution, aujourd'hui, comme il manque de place, on est d'accord que on est d'accord, voilà, il y a une urgence. On est d'accord que l'hôpital n'est pas un lieu de placement et pourtant il y a des enfants qui ont passé plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'hôpital parce que les foyers étaient pleins. Aujourd'hui, on dit qu'il faudrait trouver des familles d'accueil d'urgence. Alors, notre association, Port d'Attache, on est ouvert à développer un concept autour de l'accueil familial d'urgence, mais pas comme c'est aujourd'hui. Pas on vous pose l'enfant et puis vous vous débrouillez. Une famille d'accueil d'urgence, elle doit être comme une institution d'urgence, encadrée, avoir tout le dispositif professionnaliso-pratique pour qu'il puisse faire son boulot. Parce que sinon, on va au casse-pipe. Et puis, du coup, il n'y a plus personne qui a envie d'être famille d'accueil d'urgence parce qu'ils ont une fois eu une mauvaise expérience parce qu'ils se sont retrouvés face à des difficultés qu'ils ne pouvaient pas dépasser et puis ils ne vont pas recommencer. Donc, voilà, il y a ça. Il y a le fait aussi qu'il faut pouvoir proposer des lieux d'accueil vraiment diversifiés pour vraiment répondre aux besoins de l'enfant. Un enfant pourrait avoir besoin d'un cadre institutionnel par rapport à la vie qu'il y a autour de lui. Et donc le cadre institutionnel, si c'est un tout petit, doit pouvoir s'adapter, et ils essayent de le faire en fonction de ses besoins. Donc de ne pas avoir 15 personnes qui s'occupent de lui dans la semaine, d'en avoir le minimum possible. D'un autre côté, un autre enfant va pouvoir bénéficier d'être dans une famille d'accueil qui sera peut-être plus éloigné du brouhaha d'un groupe. Il y a des jeunes aussi, des enfants plus grands, qui ne supportent pas de vivre la vie communautaire en foyer. Donc d'avoir... alors voilà, il faut chercher de manière permanente des lieux d'accueil et des spécificités. Mais peut-être que M. Staller... Sur le plan clinique, sur le plan de l'intérêt de l'enfant, une chose est sûre, c'est ce qui est fondamental pour l'enfant, c'est la continuité du lien qu'il a. Il faut avoir à l'idée qu'un enfant peut, par exemple, il a grandi quelques mois dans sa famille. Tout à coup, un signalement arrive, un retrait d'urgence, l'enfant est placé en foyer d'urgence, il passe quelques mois, des fois une année ou deux, les parents font ce qu'ils font, ils récupèrent l'enfant retourne dans la famille, au bout d'une année, rebelote, replacement, ou comment vous avez dit, c'était plus joli, confié. L'enfant est mis en sécurité et on le... Donc, voilà. Certains enfants, j'ai vu certains enfants qui avaient vécu à peu près 5 ou 6 ruptures consécutives en moins de 5 ans. Comment voulez-vous qu'un enfant qui vit des ruptures comme ça puisse continuer d'avoir une confiance? Oui, il y a des adultes qui sont là pour s'occuper de moi. Donc, quand on confie un enfant, la question
pour moi, une des questions qu'on doit se poser, c'est s'il doit rester un moment, comment on peut assurer une certaine continuité. Dans le canton de Vaud où j'ai travaillé, il y avait des institutions, des foyers d'accueil pour enfants, c'était le 0-2 ans. Après, c'était le 2 ans, 6 ans. Après, c'était 6 ans, 12 ans. Quand j'ai vu une fratrie de 2 enfants, quand l'un devait quitter un foyer, c'est l'autre qui y arrivait. Donc, il se réjouissait de retrouver son frère ou sa sœur dans l'institution, et l'autre devait partir. Ils se couraient après, comme ça, je crois qu'en 6 ans, ils ont pu avoir à peu près une année dans la même institution. Donc, là, c'est une autre question, c'est la question de la fratrie. Quel type de lien on essaye d'encourager avec la fratrie de l'enfant. D'autres questions, c'est un enfant qui vit dans un foyer toute la journée. Ensuite, il va à l'école. Il revient. Il est toute la journée sollicité sur le plan social. Il n'a pas la possibilité, comme un enfant qui rentre chez lui, d'aller dans sa chambre un moment, de respirer un coup et puis d'avoir un moment pour lui. Une autre question, c'est quand un enfant est dans un foyer, est-ce qu'on encourage, est-ce que les foyers, les personnels des foyers ont les moyens, les disponibilités aussi de faire en sorte qu'un enfant puisse avoir des activités sociales en dehors du foyer comme tous les autres enfants? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut aller jouer au foot? Est-ce qu'il est invité à un anniversaire? Le jour de son anniversaire, est-ce qu'il peut inviter ses copains d'école au foyer pour faire un anniversaire? Voilà, c'est comment on peut aussi rendre la vie de ces enfants pour que leur vie ressemble à quelque chose qui ne soit pas confiné dans un foyer. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. En vous écoutant, j'entendais aussi Madame Cherval-Ramé qui parlait de la différence entre la vie en foyer et la vie en famille d'accueil, et vous posiez la question, est-ce que c'est normal de priver un enfant de l'expérience de la vie de famille? Et vous, Monsieur Salder, vous parliez des particularités de ce que ça veut dire vivre en foyer, du point de vue de la vie sociale, les amis, les anniversaires, le fait de pouvoir s'isoler, etc. Et ça me fait penser au témoignage qu'on a pu enregistrer dans notre podcast, qui est le témoignage de quelqu'un, d'un homme qui a grandi, qui a été placé en foyer d'accueil depuis l'âge de 3 ans, et puis qui raconte justement un peu à l'inverse comment pour lui ça s'est bien passé, comment en fait sa figure d'attachement c'était le responsable de ce foyer, et puis qu'il a pu avoir des loisirs. Il a fait du kayak, il est même devenu champion de kayak parce que tellement il était doué, il a été soutenu et encouragé par les personnels du foyer. Est-ce que ça c'est une histoire complètement étrange? Est-ce que c'est complètement inhabituel? Est-ce que c'est vraiment une success story qui ne reflète pas la réalité, ou est-ce que c'est possible, et comment est-ce qu'on peut faire du coup pour que ces lieux d'accueil soient aussi des lieux de vie, justement, où on peut grandir et évoluer et avoir toutes les expériences d'un enfant qui serait en famille, un peu différentes, mais aussi valables, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il fasse autant de bien pour son développement, et même si ce n'est pas exactement les mêmes. Non, c'est pas une... Moi, j'ai connu des enfants qui ont grandi en institution, où les institutions ont même fait des exceptions. Moi, j'ai connu une jeune fille qui a pu rester... Normalement, elle aurait dû quitter un foyer à 16 ans. Elle est partie à 18 ans pour s'installer dans un appartement organisé par le service de protection des mineurs. Et elle a gardé des liens avec une éducatrice qui était sa figure d'attachement pendant des années. C'est là où je parlais tout à l'heure de la continuité du lien. Pour qu'un lien devienne significatif, il faut qu'il y ait une continuité. C'est pas possible toujours dans tous les foyers, mais heureusement, je crois que j'aurais changé de métier si c'était pas possible de voir des choses qui se terminent comme ça. J'ai perdu. Oui, il y avait une deuxième partie de votre question. Ça dépend de comment on est placé dans le réseau d'intervention, je pense. Ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est comment les adultes peuvent se coordonner, comment on peut s'écouter. C'est des enfants quand même qui, avec leur comportement, nous mettent souvent à mal. Hein.
Il y a des enfants qui sont menacés d'expulser du foyer si on trouve encore un gramme de shit dans leur poche le lendemain. Et on expulse quelqu'un qui est placé dans un foyer, on va le mettre où? Je veux dire, c'est des enfants certains enfants nous mettent vraiment à l'épreuve. Hein. Ils veulent voir si ça va tenir le coup ou pas. C'est vraiment une mise à l'épreuve du lien. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Si on regarde d'ailleurs les foyers à Genève, c'est des petites unités. Le plus gros foyer, il fait quoi, 35 places. Hein, et avant, c'était des foyers de 200 enfants, où ça n'a rien à voir. Je pense aussi que par rapport aux petits, il y a eu des aménagements et je crois qu'il y a une volonté d'aménager les horaires du personnel pour que l'enfant ait une figure de référence plus stable. Et c'est vrai qu'on doit jongler entre les conditions de travail des professionnels et le besoin de l'enfant d'avoir une continuité dans la prise en charge. Si on a, et je crois que ce n'est pas autorisé en tout cas dans plusieurs foyers, si on avait des éducateurs qui travaillent tous à 50%, ben ça double, ça triple le nombre de personnes qui vont être autour des enfants. Donc voilà, il y a des dispositions qui peuvent être prises pour effectivement rendre plus facile les choses. Et comme je disais aussi, l'investissement émotionnel, alors oui, il y a quand même des figures de résilience. Alors l'enfant, il va l'attraper au vol, ça peut être un éducateur, ça peut être son éducateur référent ou un autre, ça peut être le cuisinier, ça peut être une personne qui va garder ce lien. Il faut qu'il puisse se sentir unique et irremplaçable aux yeux de l'adulte. C'est comme ça qu'il va grandir. Alors s'il est un parmi d'autres, ce ne sera pas le cas. Donc il faut travailler là-dessus, sur l'individualité de l'enfant. Je voulais juste ajouter, je suis allé il y a une vingtaine d'années à un congrès sur l'attachement à Paris, et puis tous les grands pontes de l'attachement, les professeurs, les connaisseurs, tout le monde était là, blablabla, ramenaient leur science. Et puis, au fond de la salle, tout à coup, il y a une dame qui lève la main puis qui dit « Mais moi, j'en peux plus, parce que ça fait à peu près 2 heures et demie maintenant, qu'on entend que les mères ceci, les mères cela, les mères ceci, c'est pas possible. C'est quoi une mère pour vous ?» Et puis, un des profs dit « Pour qu'un enfant puisse grandir, sa mère, elle n'est peut-être pas capable ou elle n'a pas les compétences nécessaires pour qu'il puisse grandir. Pour qu'un enfant puisse grandir, il faut que dans son entourage, il y ait au moins une personne qui sache 24 heures sur 24 comment il va, où il est et quelles sont les décisions qui seront prises pour lui demain. S'il n'y a pas dans l'entourage de l'enfant cette personne qui a cette préoccupation, il disait c'est difficile. Mais c'était un peu pour se positionner parce qu'on parlait des mères abandonniques, les mères ceci, les mères cela, et puis il fallait vraiment corriger le tir. Moi j'ai fait des bonnes expériences avec des curateurs et des curatrices qui étaient ces personnes pour beaucoup d'enfants. La personne qui savait où était l'enfant, depuis combien de temps, quel était son état de santé, quelle était la date du dernier vaccin, etc. etc. Voilà. Donc, qu'un enfant puisse avoir dans son entourage cette présence constante. Oui, oui, ce que je voulais rajouter, c'est que oui, vous disiez, tu disais Mireille que dans les foyers, si on travaille à 50%, ça multiplie. Puis en même temps, voilà, j'ai un frère qui travaille dans un foyer comme éducateur et je vois à quel point c'est épuisant aussi comme travail. Donc faire ça à plein temps, les nuits, le jour, c'est quand même. Il faut aussi penser que ces personnes-là ne peuvent pas être à 150% présentes auprès de ces enfants. Hein. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est par rapport, on dit toujours qu'ils peuvent avoir des comportements un peu difficiles. Hein, c'est voilà, mon frère m'en apporte le témoignage très souvent, hein, mais c'est vraiment des enfants qui peuvent pousser à bout parce que leur plus grande peur, c'est en fait ce qu'ils vont provoquer, c'est d'être rejetés, c'est d'être abandonnés. Et du coup, ils vont faire tout ce qui est possible et tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'on leur menace, ils vont aller chercher ça. Et alors, moi je le sais, on peut être exclu du foyer et il y a 1000 autres
choses dont on les menace. S'ils sont exclus, ils vont aller dans un foyer encore pire où ils seront enfermés ou encore autre chose. Enfin, il y a tout un tas de mesures. Donc, et en fait, c'est souvent malheureusement vers ça qu'ils vont. Mais malgré tout, ce qui est quand même assez positif, c'est que ce qu'on entend dans les témoignages d'adultes, et puis c'est le cas de cette personne-là qui faisait du kayak, c'est comme ça que je l'appelle, c'est que même si parfois ça a pu être très difficile dans la famille ou dans le foyer, et les adultes n'ont peut-être pas senti forcément que ça se passait si bien que ça, mais rien que le fait qu'ils aient tenu le coup, qu'ils aient tenu le choc, ça a suffi aussi pour que l'enfant il s'accroche et qu'il puisse se développer le mieux possible. Donc c'est voilà, pas forcément toujours idéal, hein. Il y a quand même des difficultés. D'ailleurs, il le dit, hein, même avec la famille d'accueil qu'il a eue, il les a mis à rude épreuve, mais qu'ils n'ont jamais baissé les bras. C'est ça que je trouvais important. Oui, alors justement, on parle de cet exemple, hein, donc qui s'appelle Hafiz, le témoignage. Il parle en effet du foyer où il a grandi. Il avait une famille d'accueil qui était officieuse, donc c'était quand même des gens qui servaient de famille d'accueil sans être sur décision administrative. Et en effet, il parle du fait qu'il a mis ses liens à l'épreuve. Il l'explique bien, hein, qu'il a vraiment fait des tentatives. Et voilà, ils avaient ces comportements dont vous avez parlé. Et puis Mireille, vous parliez justement de ce lien, et vous aussi, Monsieur Stalder, de ce lien. Vous disiez il faut qu'il y ait une personne qui sache tout le temps où est l'enfant, comment il va, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, comment il se sent. Comment on fait en tant qu'adulte quand on doit jouer ce rôle? C'est-à-dire qu'on parle exactement de ça. Ce sont des professionnels. Les familles d'accueil, on ne sait pas exactement quel statut, hein, c'est une sorte de semi-professionnel, c'est de l'accueil, mais c'est au sein de leur famille, donc c'est quand même leur vie privée. Les éducateurs et les éducatrices en foyer, c'est leur métier. Ce lien dont vous parlez, c'est un investissement. C'est une responsabilité qui est très grande. C'est une responsabilité de parents. Comment on fait en tant qu'adulte quand on est dans le cercle affectif d'attachement d'un enfant et qu'on doit garantir ça pour l'enfant, puisque c'est ça notre mission, notre travail en tant qu'adulte de soins, comme vous disiez, éducateur. Et pour quand même... c'est difficile, cet attachement, en fait. C'est très difficile de demander à des personnes, à des adultes, de dire, voilà, maintenant, vous devez être la personne unique de référence pour cet enfant qui va se référer à vous toute sa vie, parce que le lien d'attachement, c'est comme, voilà, c'est un parent, on se réfère à notre mère, notre père, toute notre vie. Comment on construit ça en tant qu'adulte chargé de ça? Oui. En fait, ça ne doit pas être une seule personne, je pense. Déjà, si un enfant est retiré à une partie, en tout cas, de l'autorité parentale de ses parents, ben, l'enfant, il dépend déjà non seulement de ses parents qui ont peut-être gardé l'autorité parentale, d'un juge qui va prendre des décisions pour sa protection, d'un référent éducateur s'il est dans un foyer. Donc, quelque part, le rôle parental, il est partagé. La personne dont parlait M. Stalder, je pense que c'est plutôt une personne de référent, une personne qui s'intéresse à lui personnellement. Que le juge change, que le curateur change. Alors ça peut être le curateur, ça peut être le référent, mais ça peut aussi être une autre personne. Et d'ailleurs la loi demande que chaque enfant soit au bénéfice d'une personne de confiance. Et c'est pas appliqué. C'est pas appliqué systématiquement, mais cette personne de confiance, alors quand un enfant est placé en famille d'accueil, ça peut être souvent quelqu'un de la famille d'accueil, le père ou la mère d'accueil, mais c'est quelqu'un qui se préoccupe. Se préoccuper ne veut pas dire, on peut très bien avoir un enfant qui a eu des comportements tellement difficiles qu'il a dû repartir en foyer, n'est plus en famille d'accueil, et c'est pas pour ça que la famille d'accueil a coupé le lien. Elle peut continuer à être en relation, être en lien, à rester une personne de référence. Il est unique pour cette personne-là, où qu'ils vivent. C'est pas nécessaire, parce que sinon on va au casse-pipe, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que le juge prend sa retraite, l'éducateur change de boulot, de foyer, et donc il y aura des ruptures, mais de permettre qu'il y ait ce liant pour l'enfant et cette continuité, quel que soit le lieu de vie où il habite. Alors voilà, en tout cas c'est prévu par la loi et ça devrait être
mis en valeur. C'est vrai qu'aussi il y a des enfants plus grands, quand je disais qu'ils ne peuvent pas faire l'expérience de la vie de famille, où on n'imagine pas qu'ils quittent le foyer parce qu'il y trouve beaucoup de choses par rapport à son développement. Par contre, il pourrait avoir une personne de référence, un mentor, un lieu où il peut aller. Un parrain, je ne sais pas comment on peut l'appeler, où il va parfois le week-end, où il va manger au resto avec cette personne, parce que c'est une personne qui est importante pour lui, sans que ce soit une famille d'accueil où il va aller vivre et puis où il va mettre à mal la relation et puis il va retourner au foyer 6 mois après. Ce qui m'a beaucoup frappé pendant mes années d'expérience, c'est les professionnels font un nombre d'heures incalculable de réunions de réseau, comme on appelle ça, et on va parler de Paul. Où est Paul? Pour moi, avec les adolescents, quand on fait une réunion de réseau, il y a l'enseignant qui est là, il y a les éducateurs, il y a un représentant de protection des mineurs, il y a éventuellement le père ou la mère biologique. Pour moi, je refusais d'aller au réseau si Paul n'était pas convoqué. Et puis on ne parle pas de Paul, on parle d'un sujet précis, l'avenir de Paul, sa formation professionnelle, je ne sais pas quoi, mais on ne parle pas de Paul comme si on était au tribunal. Et quand on peut montrer à un adolescent qu'il y a plusieurs personnes qui sont là réunies pour s'intéresser à son avenir ou à sa scolarité, à sa formation professionnelle, c'est plus lui qui est le centre, mais c'est le sujet de discussion. Et lui peut donner son avis. Et c'est là qu'un adolescent peut faire cette expérience, puisque lui est là, de voir qui est cette personne aussi qui porte une préoccupation pour lui et qu'il puisse aussi donner son point de vue. Je ne sais pas si dans le témoignage dont vous parlez, il parle un peu de cette question, mais moi je suis impressionné de voir la difficulté qu'on a parfois. Mais ça change, j'aimerais rassurer tout le monde. Maintenant, quand on dit « je veux que Paul soit là », dans beaucoup de foyers ou dans beaucoup de situations, on arrive à faire en sorte que Paul soit là. Oui, vous parlez de la mission aussi. Moi, je peux parler peut-être un peu plus de la mission confiée aux familles d'accueil. Ce qu'on voit, parce que nous, on fait des supervisions avec certaines familles d'accueil en groupe. Ce qui n'est pas évident, c'est pas forcément l'investissement 24 heures sur 24, puisque ça, ils vivent avec l'enfant. Donc, c'est pas forcément les mêmes choses par rapport les mêmes difficultés qu'en foyer. Hein. Cet investissement-là, ils l'ont. Et ils le souhaitent souvent. Hein. C'est pour ça qu'ils sont devenus familles d'accueil aussi. Par contre, ce qui n'est pas évident, c'est que officiellement, ils ne sont pas les parents de cet enfant et qu'il a d'autres parents. Il a une autre famille et qu'ils sont rappelés à ça à chaque fois qu'il y a une visite. Hein. Et ces visites, comme disait Michel tout à l'heure, peuvent très très mal se passer et avoir des conséquences sur le comportement de l'enfant dont eux, ils font les frais. Alors qu'ils ne savent parfois rien du tout de ce qui s'est passé pendant la visite, ni d'ailleurs des difficultés des parents biologiques. Hein. Ils n'ont pas les connaissances de ce qui se passe, la plupart du temps, hein, je crois. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire, c'est par rapport à cette mission des familles. Oui, merci beaucoup, et ça rejoint ma prochaine question, et ensuite on pourra ouvrir la discussion au public. Comme on disait, donc peut-être il manque des places, il manque des familles, mais le travail de la mission de famille d'accueil, c'est un défi, c'est difficile, c'est un engagement, c'est une responsabilité, c'est un investissement personnel, émotionnel, relationnel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici aujourd'hui aux personnes qui peut-être songeraient à devenir famille d'accueil, qui ont peut-être ça dans un coin de leur tête, qui y réfléchissent? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour voilà, peut-être les encourager ou simplement leur faire entrevoir ce que ça peut impliquer?
Oui, je pense une des façons d'approcher un petit peu le thème de l'accueil sans tout de suite forcément s'engager, mais c'est peut-être d'aller de toute façon se renseigner auprès de l'autorité qui fait des séances d'information, hein, qui n'engagent à rien, donc déjà de pouvoir faire ça. Et puis il faut mentionner l'association des familles d'accueil à Genève qui s'appelle l'ACFA, et qui organise une fois par mois des cafés-rencontres avec un professionnel autour de thèmes à chaque fois différents, qui est préparé par le professionnel, et puis une discussion ensuite qui s'engage. Et on peut y aller même lorsqu'on est juste intéressé par ce thème, sans forcément être déjà famille d'accueil. Et je pense que ça permet non seulement de se familiariser avec le thème sur un plan aussi un peu théorique parfois, et puis évidemment de rencontrer des gens qui sont déjà en plein dans l'accueil familial et qui pourront apporter un peu leur expérience, et puis d'avoir une idée concrète de ce que c'est, parce que c'est sûr, ce qu'on observe en ce moment, c'est que l'adoption est tellement compliquée aussi, le parcours de l'adoption, il est devenu tellement long et tellement difficile et incertain, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui sont un peu tentés de se lancer dans l'accueil. Et là, il faut quand même les rendre attentifs aux différences qui sont fondamentales entre l'adoption et l'accueil, qu'on ne peut pas juste switcher comme ça et devenir famille d'accueil alors qu'on souhaitait avoir un enfant à soi qui porte son nom et qui soit juridiquement son enfant. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions et pour la mention aussi de l'Association genevoise des familles d'accueil. Je vous propose d'ouvrir la discussion au public. S'il y a des personnes parmi vous ce soir qui souhaiteraient poser des questions à nos invités, ou s'il y a peut-être des questions en ligne. Alors, je n'ai pas du tout de visibilité sur la section. Alors, il n'y a pas de commentaires, de questions. Pas pour le moment. Donc, il est encore temps. Du coup, je fais un signal aux personnes qui nous suivent en direct. Il est encore temps de poser des questions. On a un petit moment à consacrer maintenant aux questions du public. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question? Alors, volontiers, je vous donne le micro, sinon on ne vous entendra pas. Voilà, alors déjà merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant, merci à tous. Moi je voulais revenir sur le fait de tenir le coup quand on était famille d'accueil ou peu importe professionnel avec des enfants dans ces situations. J'avais l'impression que les limites c'est important pour les enfants dans le développement, et je me demandais comment trouver ce doux milieu entre... en même temps, tenir le coup, subir, non, subir c'est pas le meilleur mot je dirais, mais continuer de grandir aussi soi avec l'enfant, mais en même temps en lui faisant comprendre que voilà, dans la vie, il pourra pas faire tout et n'importe quoi. Je sais pas, c'était peut-être très mal formulé, désolée. Le tout et n'importe quoi, ça existe au quotidien avec des enfants, des adolescents. Moi, j'invite les adultes qui s'occupent d'enfants, qui soient éducateurs, parents, à être le plus clair possible avec l'enfant et l'adolescent sur ce qui est négociable et ce qui est non négociable. Si les éducateurs ne font pas, si les parents n'expliquent pas à un enfant ce qui est négociable ou non négociable, ça va être plus tard la police, les juges, le tribunal des mineurs qui va devoir faire le travail. Tu rentres de la maison, tu peux choisir entre faire tes devoirs et puis goûter d'abord, ou goûter d'abord, nanani, nanana, ça c'est négociable. Ce qui n'est pas négociable, c'est ne pas faire ses devoirs. J'avais une fois en consultation des parents qui viennent, un jeune de 17 ans qui était déscolarisé, et je discute, il avait refusé de venir, l'adolescent, avec les parents, donc j'ai accueilli les parents tout seul, et puis je leur dis, donc pour votre fils, venir ou ne pas venir, c'était négociable. Ah non, j'ai dit, mais si, puisqu'il n'est pas là, donc il a compris que c'était négociable. C'est quoi pour vous le négociable?
j'ai donné une feuille de papier, un crayon à chacun des parents. Je veux que vous mettez deux, trois choses négociables et 2, 3 choses non négociables. Pour la maman, non négociable, c'était « je veux que notre fils mange avec nous à table le soir et qu'il n'aille pas manger tout seul dans sa chambre ». Pour le père, le non négociable, c'était qu'il rentre aux heures qu'on lui avait dit de rentrer et non pas à 4 heures du matin. Puis j'aurais dit « mais alors, aller à l'école, selon vous, c'est négociable ?» Donc, j'aime bien, vous l'avez dit autrement, le n'importe quoi. Je pense qu'un parent, un éducateur doit être clair. Et qu'est-ce qui se passe quand un enfant ou un adolescent fait des choses qui sont non négociables? Ben, pour moi, il doit y avoir une sanction. Alors, quand je dis sanction, les gens, on peut quand même pas lui taper dessus. Je parle pas. Non, une sanction. Si je traverse Genève à 120 à l'heure parce que je suis pressé, j'ai beau expliquer aux gendarmes que c'est non négociable. Et pour moi, c'est encourager les parents, les éducateurs à avoir cette fermeté bienveillante envers les enfants, les adolescents, et être très clair avec eux sur cette question-là. Quand les parents viennent et me disent « mais ce salaire, c'est insupportable, vous vous imaginez pas, je dois me battre avec mon fils et toute la journée, et il tape du pied », je leur dis « madame, ça me rassure de vous voir dans cet état, parce que ça veut dire que vous faites votre travail de maman. Une mère laxiste n'aura jamais ce genre de problème avec son enfant. » Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il faut être clair sur ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Mais je rajouterais peut-être quelque chose par rapport à l'interprétation. Je vais vous donner un petit exemple qui est moins grave que de ne pas aller à l'école. Un petit garçon qui a été accueilli à l'âge de 8 ans. Et puis, la maman d'accueil, elle allait dans la cour d'école à 4 heures, parce qu'il y avait aussi les autres petits qui étaient là. Donc, dans les cours d'école, les parents peuvent s'asseoir à 4 heures, être là. Puis les enfants viennent chercher le goûter, ils rejouent, ils font ce que vous disiez tout à l'heure, ils se rassurent que le parent est là, etc. Puis ce petit garçon de 8 ans venait jamais prendre son goûter. Et puis quand il n'y avait plus personne dans la cour, que tous les parents étaient rentrés avec leurs enfants, le petit garçon était toujours à jouer et à ne pas venir. Et la mère courait derrière à dire « bon, quand est-ce qu'on rentre ?» Alors c'est vrai que si on parle du point de vue éducatif, ben, je dis « écoute, quand je te dis qu'on rentre, c'est l'heure du souper, prendre le bain, tu rentres maintenant. » Ça, c'est éducatif, tu n'as pas respecté la règle. Mais cet enfant-là, il ne pouvait pas faire confiance à l'adulte à ce moment-là, au début quand il est arrivé. Donc pour lui, il faisait sa vie tout seul et il n'y avait pas un adulte qui s'occupait de lui. Donc il fallait d'abord... Alors bien sûr, il fallait quand même mettre la règle chaque fois, mais c'était aussi dire, tu sais, je suis là, tu n'es pas seul au monde, je suis là pour toi dans la cour, je t'attends, j'ai un goûter pour toi. Jusqu'au jour et au moment où il accepte finalement, tiens, finalement j'ai un peu soif, je vais quand même aller chercher le goûter, et puis petit à petit je rentrerai à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'interprétation qui est différente des autres enfants qui étaient déjà intégrés dans la famille, et puis ceux-là, s'ils ne respectaient pas l'heure, c'est parce qu'ils ne l'avaient pas respecté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui... Ces éclairages et ces éclairages-là qui font aussi qu'on peut sortir de l'épuisement. Parce que si c'est, tu rentres à l'heure ou finalement elle dit je vais préparer le souper, puis tu es là à 6 heures, puis à 6 heures il n'est pas là, et bien sûr qu'il ne va pas être là, et on ne sait pas ce qu'il va faire, lui-même c'est peut-être même pas ce qu'il a fait parce qu'il n'y a plus personne dans la cour, de se rendre compte que c'est lié au fait qu'il ne fait pas confiance à l'adulte. Donc c'est travailler sur, et il y a un élastique entre toi et moi, tu dépends de moi et moi je suis là pour toi. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, merci beaucoup pour vos différentes présentations, merci. En fait, ma question, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une volonté de garder un lien entre les différents lieux de placement des enfants, et je voulais savoir à quel point c'était mis en place, si c'est un nouveau concept, ou si c'est quelque chose qui se fait systématiquement, ou alors à la demande des différentes institutions ou à la demande des familles d'accueil.
Alors, il y a plusieurs manières de faire le lien. D'abord, dans la transition, je voulais le dire tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de reportages où les jeunes adultes disent « mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. On est venu me chercher, j'ai pas compris pourquoi j'ai été placée, on m'a pas expliqué. » Donc c'était de expliquer, préparer l'enfant au changement et aux transitions, et que ça se fasse avec les personnes qui lui sont proches, si c'est d'un foyer vers la famille d'accueil. Ça, je crois que c'est vraiment cette transition et ce lien est très important. La deuxième chose, et là notre association on travaille là-dessus, c'est de pouvoir recueillir les informations dans un langage de l'enfant qui puisse avoir un album qui transite d'un lieu à l'autre. On le faisait déjà dans le cadre des adoptions dans mon ancien travail, où il y avait l'album qui était créé à la maternité quand un enfant partait en adoption, et il suivait l'enfant dans la famille d'accueil jusque dans la famille adoptive. Ça crée du lien et ça lui permet aussi pour lui de comprendre ce qui se passe et d'avoir des traces plus tard des liens qu'il a eus dans sa vie. Maintenant, par rapport au fait de garder le lien et les contacts, ça, je pense que c'est vraiment une coopération entre les professionnels, de voir si c'est bien pour l'enfant et si c'est positif pour lui ou pas. Parce que ça peut aussi être, voilà, à un moment donné, il faut qu'il puisse basculer dans son nouveau milieu de vie et puis pouvoir oublier le lieu d'avant à un petit moment pour pouvoir s'attacher à ce nouveau lieu. Mais ça, c'est vraiment une coopération entre les personnes. Ça, c'est... Et ce lien-là, il doit exister. Les professionnels doivent se parler. Ça ne doit pas être un enfant qui passe d'un lieu à l'autre sans qu'il y ait eu des mots qui ont été dits sur cette transition. Ça a répondu à la question. Moi, je voulais peut-être préciser, tout à l'heure, vous parliez de la professionnalisation ou pas des familles d'accueil par rapport à la France ou la Suisse. J'aurais souhaité que vous puissiez un peu développer sur comment sont accompagnées les familles d'accueil, quand même, dans le côté professionnalisation, mais plus j'entends dans le côté formation, et le suivi et le soutien, en tout cas de ce qui se fait en Suisse, puisque je connais ce qui se fait en France. Merci. Je vais peut-être commencer comme ça, je donne le côté plus général, puis je te passe la parole par rapport à ce que fait Espasa. Il y a quand même une bonne nouvelle, le 16 juin 2021, depuis 1957. Donc on a eu le règlement d'application de la loi sur l'Office de l'enfance et de la jeunesse qui a été validé. Et dans ce règlement, il y a enfin la formation obligatoire pour les familles d'accueil. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'au niveau fédéral, il y avait une invitation que les cantons rendent obligatoire cette formation. Mais les cantons ne le faisaient pas. Donc, ce qu'on a pu voir, et il y a d'ailleurs une famille d'accueil qui pourrait même témoigner dans la salle, c'est qu'on a eu des personnes qui se sont formées et elles ont eu beaucoup d'intérêt et ça a fait évoluer aussi beaucoup le travail et notamment de l'ACFA et de ce qui a pu se suivre. Mais après, les personnes qui ne sont pas obligées n'y vont pas et donc il n'y a pas d'intérêt de s'inscrire une fois. Donc le fait que ce soit obligatoire, c'est une bonne chose. Maintenant, il est prévu 40 heures de formation et ça je laisserai espace à dire aussi un peu dans la formation. Mais il y a la formation de base, de connaître des dispositifs parce qu'on est famille d'accueil dans un dispositif beaucoup plus large que le rôle unique de la famille d'accueil, mais c'est aussi l'accompagnement. Alors il y a l'accompagnement des services de surveillance qui sont assez proches, disons, des familles d'accueil, notamment encore plus aujourd'hui dans la préparation lors d'un placement. Le service, le SACELP est présent au moment du passage, dans les contacts et du passage de l'enfant dans la famille d'accueil. Et ensuite, il y a les services privés comme Port d'Attache ou Espasa qui peuvent proposer non seulement de la formation, mais un accompagnement plus personnel, que ce soit la famille d'accueil. Aujourd'hui, on réfléchit et on veut mettre en place au niveau des relations personnelles du parent avec l'enfant, qu'on puisse accompagner ces relations personnelles, ces droits de visite, comme on dit dans le jargon, mais aussi travailler avec le parent. Comment il vit ça, comment il vit la décision, comment
il vit le fait de passer 1 heure avec son enfant, puis que l'enfant part dans la famille d'accueil et préfère peut-être va vouloir sauter dans les bras de la famille d'accueil, et puis ça va être vécu difficilement par le parent, de pouvoir travailler ça avec tant la famille d'accueil qu'avec les parents de l'enfant pour éviter des clivages et des conflits de loyauté pour l'enfant. Mais je te laisse dire un peu ce que Espasa fait. Oui, effectivement, ce qu'on observe à Espasa depuis quelques années, avant que ça devienne obligatoire, c'est que la formation, elle existait, mais qu'on avait très peu de demandes en fait pour suivre cette formation, donc on a dû l'annuler. Au bout d'un moment, on l'a même plus proposé. Donc ça va du coup revenir maintenant avec cette obligation. Ce qu'on voit en fait, c'est que d'un côté, on entend les familles d'accueil qui disent on est souvent débordés, on a vraiment besoin d'accompagnement, et puis d'un autre, quand on propose des choses, ils viennent pas forcément. Donc c'est toujours de se demander de quoi ils auraient besoin et sous quelle forme. Alors ce qu'on a mis en place, les supervisions, en tout cas jusqu'à maintenant, ont eu du succès, mais ça concerne pour l'instant, je sais pas, Macarine, une dizaine de familles, même pas, je pense. Donc c'est assez peu représentatif quand même de... Alors il y a d'autres lieux, il y aura Port d'Attache, et puis il y a d'autres personnes aussi, des professionnels qui reçoivent les familles d'accueil parce qu'elles ont des bons de supervision, n'est-ce pas? Elles reçoivent voilà, individuellement. Alors je pense qu'ils sont pas, ils sont délimités peut-être, il y en a pas... Voilà, donc ça, il y a quand même des familles qui font appel. Tu veux dire quelque chose? Ils ont 5 bons pour des consultations. Voilà. Oui. Juste pour préciser, parce que je pense qu'on n'a pas très bien compris, en fait, tout à l'heure, vous disiez qu'en France, c'est considéré comme un travail, rémunéré. Ah, ça veut dire qu'en plus, ces familles-là sont bénévoles? Non, alors c'est vrai qu'en France, c'est une formation, ici on a réussi 380 heures, c'est un métier salarié. Ici, c'est pas salarié, mais la compensation financière est quand même assez bonne, je veux dire. C'est pas du bénévolat, mais c'est pas le... Comment expliquer? C'est la prise en charge qui est... Il y a 3 niveaux. Il y a l'alimentation, le fait d'avoir un hébergement à disposition, puis il y a une prise en charge. J'avais fait le calcul à l'époque... on était payé, les familles d'accueil sont payées 24 francs par jour, donc ça fait 1 franc l'heure si on regarde, puisqu'il y a la nuit aussi. Puis le jeune qui rentre pas à 4 heures du matin, ça fait partie du boulot. Donc c'est pas un salaire, mais il y a quand même une compensation financière. Et là, le canton de Genève a fait pas mal d'évolutions ces dernières années pour permettre aussi que des couples ou des familles qui accueillent des enfants puissent travailler à 160% maximum, à savoir qu'on peut payer la crèche ou la prise en charge de l'enfant 3 jours par semaine en dehors de la famille d'accueil. Il y a le fait que de s'occuper d'un enfant petit, en bas âge, la compensation financière est plus importante. Donc il y a quand même, voilà, au niveau financier, quand même pas mal de compensations. Et quand je dis professionnalisation, c'est pas dans le sens que c'est un métier, mais professionnalisation pour se donner des outils de protection et de connaissance des besoins de l'enfant. C'est plutôt ça sur lequel on insiste. Merci beaucoup et pour toutes ces précisions. Est-ce que ça a répondu à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi le public ce soir? Oui. Je voudrais peut-être juste rajouter quelque chose, c'est qu'on a parlé aujourd'hui de oser l'attachement dans le placement. Le fait de confier un enfant à d'autres personnes que son parent, c'est une minime partie du travail qui est fait par le service de protection des mineurs. Et peu d'enfants, par rapport à la totalité des enfants pour lesquels il y a des mesures ou des soutiens et de l'appui éducatif, sont placés. Donc en foyer, c'est à peu près, j'ai peut-être plus les chiffres aujourd'hui, on ne les mettra pas dans le PV, c'est à peu près 600 enfants placés en foyer. Et en famille d'accueil, il y a à peu près 250, je crois, enfants placés. Et dans ces 250 enfants, il y a à peu près la moitié, je dis vraiment de l'à peu près, qui sont placés auprès d'un proche parent. Un oncle, une tante, des grands-parents. Qu'est-ce que tu veux dire? 80%? Non, c'est moins. Je crois que c'est moins. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que dans les décisions qui sont prises, on va toujours essayer de trouver d'abord une solution dans l'entourage. Donc c'est vrai aussi que quand on parle de formation, de professionnalisation des familles d'accueil, quand on est grand-maman,
Et puis qu'on est aussi famille d'accueil, ben, c'est tout un travail de faire que cette grand-maman, elle est à la fois grand-maman, puis à la fois, elle est famille accueillante d'un enfant qui aura certaines difficultés et pour lesquelles elle ne pourra pas faire la même chose qu'avec ses enfants, ou elle ne pourra pas faire la même chose que si c'est juste la grand-maman qui accueille l'enfant le week-end. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont accueillis dans le cadre familial et ensuite dans les familles, comme on dit, off public, qui accueillent un enfant qu'elles ne connaissent pas, et puis les foyers. Je voulais juste encore ajouter un mot concernant les parents des enfants qui sont confiés. Très souvent, ces parents à qui on a retiré un enfant par des questions de maltraitance, de carence ou de négligence gravissime, très souvent, ces parents ont été eux-mêmes des enfants qui ont passé par ce vécu. Et ça s'est passé à un moment où la culture sociétale de la protection de l'enfance telle qu'on l'a aujourd'hui n'existait pas. Donc il n'y a jamais personne qui a dit à ses parents « tu as été victime de négligence, de carence, ça s'appelle la maltraitance et tu devrais être protégé ». Donc quand ces parents qui ont subi des choses parfois atroces, horribles dans leur propre enfance, et qu'ils arrivent à faire à peu près 3 fois mieux que leurs propres parents et qu'on vient leur dire c'est pas encore assez, je veux dire c'est extrêmement, c'est une forme d'injustice à retardement, hein, parce que quand eux étaient dans cette situation, ils n'ont pas été protégés. Et ça, je crois qu'il faut vraiment avoir ça clairement en tête, que très souvent des parents auxquels on doit, pour des raisons de protection, retirer les enfants, ont eux-mêmes eu ce vécu. Une dernière chose, c'est les enfants. Les enfants les plus gravement maltraités gardent presque toujours des loyautés importantes envers le parent qui les a maltraités. Et on doit aussi donner à l'enfant une possibilité de garder une image positive d'un parent. Et ça peut être utile de travailler avec, ça c'est le travail des thérapeutes avec l'enfant, sur le fait que un parent est un parent, il a apporté des bonnes choses à l'enfant, et on doit expliquer à l'enfant quels sont les comportements du parent pour lesquels l'enfant leur a été retiré. On doit expliquer à l'enfant ce que c'est qu'une négligence gravissime, on doit expliquer à l'enfant ce que c'est que la violence, on doit parler du fait que c'est un délit, etc., etc., mais de faire la différence entre quels sont les comportements du parent qui sont inacceptables et que le parent est une personne qui, à d'autres moments, a pu apporter des choses positives à l'enfant. Donc ça laisse juste une possibilité à l'enfant de garder à l'intérieur de lui quelque chose de positif, la partie saine du parent. Si le parent n'était pas là, il ne serait même pas en vie, l'enfant, hein. Donc il faut toujours voir jusque dans quelle mesure on peut favoriser que l'enfant puisse garder une image positive du parent, en dehors des comportements pour lesquels la justice est intervenue. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision importante. C'est vrai qu'on avait peu parlé des parents. On s'est beaucoup concentré sur les lieux d'accueil. Donc merci beaucoup d'avoir remis aussi ces figures-là importantes au centre de la discussion. Je crois qu'il y a une question sur YouTube. Alors, la question portait sur le manque de familles d'accueil à Genève, savoir un petit peu la proportion de ce manque et s'il y avait une volonté politique de pallier ce manque. Je m'y colle. C'est vraiment une question difficile, mais j'ai envie de dire, on travaille, et les services officiels aujourd'hui y travaillent aussi, c'est vraiment sur la qualification de ce que c'est une famille d'accueil. Parce que jusqu'à il y a quelques années, quand on disait famille d'accueil, c'était un grand sac, et elles faisaient tout, ce que faisait le foyer, ce que faisait tout le monde, elles étaient là, et puis ça s'arrêtait là, et souvent c'était pour des placements qui, pour 80% des enfants en tout cas, duraient toute l'éducation des enfants.
Aujourd'hui, on essaie un peu de classifier et de répondre différemment aux besoins, à savoir qu'il y ait des familles d'accueil à long terme, des familles d'accueil de transition. La transition, c'est, voilà, il n'y a pas encore de décision de justice qui est prise, il y a encore on ne sait pas encore où on va parce que l'enfant vient de naître et puis on ne connaît pas encore bien la famille. En attendant, on met l'enfant au chaud dans une famille d'accueil de transition et puis pendant qu'on réfléchit, on a 3 mois pour faire une évaluation et de savoir quelles sont les dispositions qui vont être prises pour l'enfant après. Il pourrait avoir des familles d'accueil d'urgence s'il y a un dispositif encadrant autour, encadrant et protégeant et voilà, autour de ces familles. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir. Et puis il y a aussi les familles d'accueil relais, qui sont des familles qui sont là pour être une référence familiale, en relais du parent pour qu'il puisse souffler parce qu'il est seul à éduquer 4 enfants par exemple, et il n'y a pas de partenaires, ou alors même des enfants qui sont en foyer mais qui pourraient bénéficier d'avoir une relation personnalisée avec une famille d'accueil les week-ends ou à certains moments. Donc ça, c'est une volonté, je crois savoir aussi au niveau intercantonal, de pouvoir mieux expliquer ce que c'est l'accueil familial, dans quel cadre, en tout cas au niveau de la Suisse romande, et pouvoir faire des campagnes de recrutement comme on a pu en faire par le passé, où on explique à la population pour avoir plus de personnes qui viennent, mais en sachant aussi vers où elles vont. Il y a des personnes, on pourrait dire de mon âge, qui auraient envie de pouponner, qui dit, et qui ne sont pas encore grand-mère, puis elle dit « Ah, mais je m'occuperais bien d'un bébé, j'ai du temps, j'ai pris ma retraite, mais par contre, je ne veux pas l'éduquer jusqu'à 18 ans. » Ben oui, on peut avoir des familles d'accueil qui peuvent être utiles en transition pour des nouveau-nés pour quelques mois. Donc du coup, dans le profil des familles d'accueil, on peut avoir des gens complètement différents. Complètement différents. Et puis peut-être juste pour terminer, c'est la volonté politique. Oui, il y a une volonté, je crois, de faire mieux connaître l'accueil familial. Je dirais même dans les autres cantons, il y a eu des volontés de fermer des places en institution avec une volonté claire de promouvoir l'accueil familial. Voilà, donc les choses évoluent et on verra ce que ça donne. Je crois que Madame voulait poser une question. Bonjour, donc nous on est famille d'accueil d'un petit garçon et alors la chose qui est à améliorer c'est le soutien aux familles d'accueil au niveau, pas au niveau du SACELP. Je veux dire que là on est extrêmement bien soutenu, on a suivi les cours à Espasa, mais alors au niveau du SPMI c'est une catastrophe. Ils sont pas là. Il y a les curatrices changent, enfin non, on a la 5e en 4 ans. Ils viennent pas voir les enfants, ils prennent des jugements sans connaître l'enfant, sans nous connaître nous, sans connaître les histoires. Et là où avec l'ACFA il y avait eu des discussions, c'était de créer justement, d'ouvrir au niveau du SPMI une possibilité d'avoir des IPE, donc des intervenants pour les enfants spécialisés en famille d'accueil, parce qu'ils ne comprennent pas nos besoins, les besoins de cet enfant-là. Et là, il y aurait aussi beaucoup de choses à faire pour soutenir les familles d'accueil dans des moments difficiles, charnières, par rapport aux enfants, à la vie qu'ils mènent et aux annonces qui leur sont faites par moments, qui ne sont pas toujours faciles pour eux. Et nous, on doit éponger derrière. Donc nous, on devrait aussi avoir un soutien pour faire au mieux pour cet enfant-là. Juste ajouter par rapport à la volonté politique du canton de Genève pour le recrutement des familles d'accueil, cette volonté existe. Donc il y a des séances d'information qui sont régulièrement organisées par les services, par les CACELP, environ une fois toutes les 6 semaines. Il y a des vidéos aussi qui sont sur le site de l'État de Genève concernant toutes sortes d'accueil. Mais il faut dire que la difficulté est que les besoins évoluent chaque année. Donc actuellement, il y a beaucoup de familles d'accueil ou des personnes qui souhaitent devenir famille d'accueil pour des enfants en bas âge, mais en fait, les besoins actuellement, je dis bien actuellement, est pour des adolescents. Donc voilà, ces besoins aussi évoluent chaque année, chaque mois, si on ose dire. Donc elle est là, toute la difficulté de pouvoir faire les bons matchs entre les besoins et les familles qui se sont proposées.
si j'ai bien compris, vous officiez comme famille d'accueil. C'est juste, je serais vraiment intéressé de savoir quelle serait pour vous la première petite chose concrète qui vous serait utile. Ça viendrait de où? De protection des mineurs ou d'un pédiatre ou la première petite chose qui vous ferait dire ouf, on a un peu un soutien. Des choses concrètes. Je pense que la visite de l'IPE aussi, et la compréhension c'est pas un dossier parmi 70 autres. Alors là, je peut-être mal exprimé, je dénigre absolument pas les autres enfants qui ont besoin de protection par rapport, mais qui sont dans leur famille ou en foyer, c'est pas ça. Mais je pense que quand on est en famille d'accueil, on aurait besoin d'être plus soutenu parce que on est famille, on est attaché à l'enfant, on l'aime. Et puis il y a des choses qui lui arrivent qui sont difficiles aussi pour nous. De faire face, de trouver les bonnes réponses. Quand il aura des questions à nous poser, de trouver la bonne réponse qui sera adéquate et qui sera non jugeante, qui ne va pas être blessante pour lui, ou pas anticiper quelque chose qu'il n'a pas encore demandé et qu'on va sortir comme ça. La différence, on a 4 enfants, donc il y a aussi une différence d'éducation par rapport à ce petit garçon et nos enfants. Et c'est aussi difficile pour nos enfants des fois, cette différence-là. Donc, je ne sais pas si tu veux répondre autre chose. Bon, je vais peut-être déjà ajouter, c'est vrai qu'on est en famille d'accueil. Déjà, pour encourager les gens à être famille d'accueil, c'est 99% de plaisir et un petit % de problèmes. Donc, c'est vraiment que du bonheur. Hein. Et puis, je vais vous dire, on a accueilli des enfants, on n'a pas eu qu'un petit enfant, mais beaucoup de personnes. Maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on aurait besoin là, maintenant, tout de suite, parce que le truc est chaud, c'est quelque part une collaboration avec le SPMI. Comme l'a dit mon épouse, avec le SACELP, ben voilà, on est une personne, on se comprend, s'il y a un souci, c'est son jour de congé, elle vient, on en discute, et puis ça se résout comme en famille. Avec le SPMI, il est vrai que c'est plus compliqué, c'est un plus gros service, avec beaucoup d'étages hiérarchiques, et puis souvent ils ont une incompréhension par rapport à nous, famille d'accueil, et au lieu qu'on soit partenaire, on est souvent traité comme la partie du problème. Donc, c'est pas grand-chose. C'est juste que ça glisse d'en haut jusqu'au dernier échelon, de dire si il y a un problème, on va le résoudre avec la famille d'accueil sans envoyer une lettre, en venant simplement dans la famille. C'est simplement ça. Pour le reste, je crois que vous avez parlé, j'en profite comme j'ai le micro, vous avez parlé de formation, vous avez parlé de plein de choses pour les familles d'accueil. J'ai envie de dire, c'est un peu comme les formations pour managers. Il y a des managers qui se forment toute leur vie et resteront mauvais. Et si on a simplement envie d'être famille d'accueil, envie de partager, il suffit de partager et puis les choses se passent très bien. Merci beaucoup pour ces témoignages et aussi pour ces appels un peu. J'ai envie de dire que l'appel est lancé un peu à la fois le vôtre et puis j'ai entendu aussi celui d'Espace A, le fait que le besoin actuellement en termes de famille d'accueil, c'est pour les adolescents. Je relaye aussi ça ici. Alors, on a peut-être juste encore le temps pour une question et ensuite on va conclure. Bonsoir. Moi, j'ai pas une question en soi, c'est juste qu'on parle beaucoup de formation des familles d'accueil, mais pour moi, les éducateurs ont besoin de formation aussi. Je pense que oser s'attacher, l'enfant s'attacher aux éducateurs, mais aussi les éducateurs, parce qu'oser s'attacher aux enfants qu'on accueille pour un temps qui est quand même souvent beaucoup plus limité et défini que ça peut l'être en famille d'accueil, ça demande aussi des formations qui, pour moi, sont indispensables. Voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter. Alors c'est le 3e appel de la soirée. On peut considérer que c'est aussi notre rôle, aussi de faire cette plateforme, de relayer aussi les besoins. C'est un peu aussi le rôle de Minds. Et puis j'aimerais peut-être conclure avec une dernière question. Je ne suis pas sûre qu'on puisse y répondre, mais qui nous tient à cœur à Minds parce qu'elle parle de notre rôle collectif en tant que société. Parce que finalement le sujet de ce soir, on parlait vraiment de oser s'attacher et on parle de cette importance de l'attachement sécure entre un enfant et un adulte.
Ma question un peu ouverte, c'est comment est-ce qu'on peut faire en tant que société, en tant que collectivité, en tant que groupe humain qui fonctionne pour garantir cet attachement sécure, parce que c'est pas on a beaucoup parlé de lieux d'accueil, de placement, de famille, de foyer. Comme vous le disiez, Madame Cherva, il y a aussi beaucoup d'enfants qui ne sont pas séparés de leurs parents, avec des services qui travaillent énormément pour maintenir des choses, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible ou le moins difficilement possible. On a l'impression qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire de ce côté-là. On vous parliez aussi des parents, Monsieur Salder, de l'importance aussi de garder ce lien. Comment on fait ici, on est une société, on parle ici d'un point de vue du canton de Genève, comment on fait pour faire en sorte que tous les enfants, puisque c'est quand même ça qu'on aimerait viser, puissent grandir avec un lien d'attachement sécure dans leur vie? La soirée de ce soir me paraît être une des choses qui peut apporter une petite contribution à ça. Si j'ai bien compris les témoignages, il y a dans cette salle aujourd'hui des éducateurs, il y a des parents qui font des familles d'accueil. Voilà, c'est que les gens puissent se rencontrer, s'écouter, savoir qui a besoin de quoi et qui peut y répondre. Faire en sorte que tous les enfants de la planète aient un attachement sécure. Ça, c'est sur la planète Bisounours. J'aurais envie de dire, c'est faire que l'enfant participe. Vous parliez tout à l'heure des adolescents qui participent aux séances. J'ai participé à une séance d'un petit garçon qui avait des grosses difficultés en crèche et qui passe à l'école primaire. Il y a eu une grande séance de réseau et le petit garçon était là. Et même qu'il ne parlait pas, il a entendu et il a entendu de quoi on parlait. Et donc Paul était présent à la séance. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et je pense aussi que c'est important de pouvoir parler avec, beaucoup plus parler avec les parents. En Suisse, en tout cas à Genève, il n'y a pas de réseau de parents d'enfants placés. D'accord ? Des parents dont les enfants sont placés, qui se mettent en réseau, qui peuvent aussi avoir des lieux de parole où ils peuvent exprimer leur souffrance. Et puis sortir du tabou. Donc voilà, je pense que c'est coopérer. C'est coopérer et coopérer. Oui, je pensais peut-être juste ajouter, en tant que membre de la société, en tant que parent aussi, parce que moi j'ai des enfants et dans la classe de l'un d'entre eux, il y a eu un enfant qui était placé en foyer. Et puis ce que j'observais, c'est qu'il était absolument inclus dans cette classe, comme les autres, mais ce que j'observais quand même, c'est on avait beau l'inviter à un anniversaire, il ne pouvait pas venir. Et donc il était quand même toujours un peu à côté par rapport aux autres. Et je me dis, comment on pourrait faire aussi pour que ces enfants-là, ils soient inclus, pas seulement à l'école, parce que je crois que les enseignants, ils font vraiment un grand travail pour ça, mais aussi en dehors, comme disait Michel tout à l'heure, les activités sportives, les anniversaires, ça fait partie aussi de la vie de ces enfants. Et c'est peut-être d'aider aussi les autres parents à expliquer à leurs enfants ce que c'est, à leur expliquer voilà, ce que vit cet enfant, parce que évidemment cet enfant-là, il avait des comportements quand même un peu difficiles à l'école, donc il pouvait un peu faire peur aux autres. Donc peut-être moi, en tout cas en tant que mère, c'est comme ça que je pourrais intervenir individuellement. Merci beaucoup, merci pour vos réponses, c'était une question difficile. Je retiendrai cette belle image de se rencontrer, de dialoguer, de parler, c'est ce qu'on essaie de faire ce soir. Je remercie justement toutes les personnes professionnelles, non professionnelles, concernées, moins concernées par ce sujet qui sont venus et qui ont justement apporté ça. Je pense que c'est aussi des éléments qui nous permettent de mieux nous comprendre, de mieux connaître les besoins, les situations, les problèmes et éventuellement aussi les pistes de solutions, puisqu'il y a 3 ou 4 appels là, qui sont passés ce soir pour éventuellement encore améliorer les choses. Donc moi je vais profiter pour conclure sur ce mot de la fin. Je remercie vraiment donc toutes les personnes qui étaient là ce soir, ainsi que les personnes qui étaient sur YouTube. Je ne sais pas combien elles étaient en ligne à nous suivre, mais je les remercie de nous avoir rejoints.
Je remercie Monsieur Michel Stalder d'avoir participé ce soir, ainsi que Madame Mireille Chirvadramé pour leurs 2 interventions et leurs interventions pleines d'expérience et de connaissances. C'était vraiment très très riche aussi d'avoir toute ce puits de science que vous avez amené. C'était vraiment très très précieux. Merci beaucoup. Je remercie aussi Espace A et Marion Thièche pour sa participation ce soir et l'association pour cette collaboration qui nous a beaucoup enthousiasmés, en tout cas à Minds. On a vraiment beaucoup apprécié ce lien. C'est aussi une façon de faire avancer les choses, je pense, de collaborer entre organisations professionnelles ou moins professionnelles. Merci beaucoup. Je remercie aussi un air de famille qui nous accueille ici et qui vous accueillera juste après pour l'apéritif, et la Fondation 022 Genève. Et puis, peut-être pour la suite, j'attends peut-être que l'hélicoptère passe. Voilà. Pour la suite de ces rencontres aussi, de ces talks et de ce travail qu'on essaie de faire, dans l'immédiat, ce qu'on vous propose, c'est pour les personnes qui le souhaitent, de réagir peut-être à ce qui s'est dit ce soir. Si vous avez encore des commentaires, peut-être ça vous a fait venir des idées ou des points de vue, des opinions. On vous reçoit volontiers face caméra pour des petites interviews sur voilà, ce qui s'est passé ce soir, qui seront ensuite diffusées dans le cadre de notre travail, toujours de sensibilisation. Donc c'est aussi une autre manière de participer, mais vraiment, à nouveau, si vous le souhaitez. Pour les personnes qui ont envie, peut-être vous adresser à Marie, voilà, qui est derrière vous et qui lève la main, voilà. Pour les petites interviews. Et puis, nous, on continue aussi avec Minds notre travail, donc, comme je le disais, de sensibilisation, de rencontres. On souhaite organiser un prochain événement à l'automne prochain, si on croise les doigts, si tout va bien. On a appris à vivre avec l'incertitude, donc maintenant on fait que formuler des souhaits. Mais on a cette campagne actuellement sur ce sujet-là, et puis à l'automne, on devrait sortir normalement une nouvelle thématique très actuelle sur l'importance et la puissance de nos liens et de nos relations sociales, comment elles influencent notre santé mentale, pourquoi c'est majeur dans notre état de bien-être, dans notre état psychologique, et comment on fait pour les entretenir et les favoriser. Et on organisera très probablement une rencontre comme celle d'aujourd'hui sur cette thématique-là à l'automne, mais on ne sait pas encore exactement quand. Et puis en attendant, moi je vous laisse avec le contenu de cette campagne-là, avec cette infographie que peut-être vous avez reçue à l'entrée, qui s'appelle donc La santé mentale dès le départ, ça compte, qui redit un peu tous les éléments théoriques, conceptuels du développement de l'enfant dans le cadre de l'attachement, mais aussi le témoignage dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc notre podcast, qui s'appelle C'est pas que dans la tête, qui est disponible sur notre site internet. Il y a également un quiz, voilà, il y a tout un tas d'informations si vous souhaitez continuer à vous renseigner sur le sujet ou à partager avec d'autres sur le sujet. Je vous invite à aller visiter notre site internet qui est donc www.minds-ge.ch, ou à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à notre newsletter. Je crois qu'Espace A a une newsletter également. Donc vous pouvez aussi vous rendre sur leur site internet pour vous y abonner si vous le souhaitez. Voilà, donc je vais conclure là-dessus. Je vous invite à la suite, qui est l'apéritif juste derrière. Peut-être dans le jardin si il fait beau, ce que j'espère. Et je vous remercie encore une fois d'avoir été là, toutes et tous. Merci beaucoup et bonne soirée.